Je pense qu'il est important peut-être qu'on prolonge donc de la mission parlementaire pilotée par M. Touraine par la mission OPEX de l'Assemblée nationale aussi, puisque finalement cette partie de la discussion, c'est en gros sur quoi doit porter la loi, quel en est son périmètre, quelle en est éventuellement sa périodicité de révision, et finalement ce qui doit être considéré comme devant faire l'objet de loi ou de texte législatif, et ce qui pourrait rester dans un domaine de veille scientifique permanente sur les questionnements éthiques, sur un certain nombre de techniques. Donc je pense que c'est aussi un petit peu le message qu'avait délivré M. Sicard dans son introduction, c'est qu'aujourd'hui, le sujet, est-ce qu'on a une loi extrêmement détaillée qui va être obligée de courir après le progrès sur l'ensemble des technologies, ou est-ce qu'on centre la loi sur des grands principes qui seront spécifiques à la législation française, et je pense qu'effectivement c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est choquant d'avoir une législation en France qui soit différente que dans d'autres pays européens? Je pense qu'on peut tout à fait discuter ce point, et il me semble que c'est tout à fait chaque pays, en tout cas dans le domaine de la santé, a sa libre organisation, et il y a un principe de subsidiarité sur les questions de santé et de bioéthique qui peut être respecté au niveau européen, même s'il peut y avoir des socles de valeurs partagés au niveau européen. Donc je pense peut-être sur ces questions-là, sur le rôle de l'OPEX et finalement votre avis sur ce que devrait porter, ce sur quoi devrait porter le projet de loi par rapport à l'étendue du champ des possibles qui, on le voit bien, est énorme. Merci beaucoup. Alors heureusement que je n'avais pas préparé, ou plutôt j'avais préparé un topo tout à fait très formel, et j'ai dû au fur et à mesure de cette matinée l'adapter. Donc je vais éventuellement revenir sur ce que je voulais dire, mais ça ne sera pas la majorité de mon exposé. Tout d'abord, je me présente, je suis donc député de l'Hérault. Je suis médecin également, donc c'est parfois une tare ou non. On verra. En tout cas, il est clair qu'il s'agit de sujets qui n'intéressent pas que les médecins, qui n'intéressent pas que les sachants. Et je pense que le mot sachant est important. Ça ne doit pas. C'est pas parce qu'on n'est pas sachant que ça ne doit pas être pris en compte par le reste de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas tomber dans le biais de ce qui s'était passé pour la loi permettant l'avortement, qui était une loi d'hommes, avec très peu de femmes qui avaient décidé de savoir si c'était bien ou pas bien. Et je pense qu'il faut, compte tenu de la parité de l'Assemblée nationale actuellement, il ne faut pas tomber dans ce travers. Première chose. Deuxième chose, je suis membre, donc, en tant que député de l'OPEX, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques, et à ce titre, nous avons l'obligation au cours de l'année de révision, au cours des mois qui précèdent la révision des lois de bioéthique, de faire un rapport le plus détaillé possible sur ce qui s'est passé donc lors de la dernière loi de bioéthique qui était en 2011, et de voir s'il y a des avancées, et je précise, c'est très important, des avancées scientifiques et technologiques. Juste un point concernant les lois de bioéthique, c'est vrai que on met un peu de temps pour les réviser, mais je m'intéresse beaucoup depuis que je suis élu, depuis juin 2017, à l'évaluation des politiques publiques et au contrôle de l'action du gouvernement. Et je peux vous dire qu'en tant que législateur, il n'y a pas beaucoup de lois, voire même pratiquement pas, de lois qui prévoient en son sein, dans le texte, des clauses de revoyure. Et je pense que c'est très important de dire ici que le législateur et ceux qui nous ont précédés ont eu ce souci de prévoir la révision de ces lois de bioéthique, à la fois parce qu'il y avait effectivement des progrès médicaux et scientifiques, mais également parce qu'il y avait vraisemblablement une maturation, une évolution de la société. Et ce point me semble très important, même si on a toujours un peu de retard pour l'évaluation, elle se fait. Et c'est vrai que cette année, cette fois-ci, avec les états généraux de la bioéthique, ça a été un événement tout à fait impressionnant d'exercice démocratique
qui a précédé, je vous rappelle, le grand débat national. Donc on avait déjà essayé de faire ça, et on avait réussi à faire ça lors des débats sur la bioéthique. Donc je précise bien que cette notion de revoyure des lois de bioéthique est extrêmement importante. Et pour répondre à une ou deux observations qui ont été dites ce matin, la loi, qui est l'expression populaire, la loi doit intervenir dans ces... Enfin, en tout cas, c'est la vision française. La loi doit intervenir, et je ne me sens pas du tout choqué, parce que la loi intervient, donne des repères, donne des guides, donne un cadre à ce qui est important pour la société française, pour ces aspects de bioéthique. Et je voudrais insister sur un point, c'est qu'il faut peut-être différencier liberté et fraternité. Nous avons une construction en France qui est basée sur le vivre ensemble, sur cette notion de corps social. Et ce corps social différencie l'individu du citoyen. Nous sommes des individus, c'est ce que vous avez dit un petit peu, monsieur Sicard, ce matin, avec le corps sous ces deux aspects. J'ai beaucoup aimé cette image. Nous sommes des individus, mais également nous sommes des citoyens. Et citoyen veut dire fraternité, veut dire dignité, veut dire soutien, veut dire solidarité. Et en tant que législateur qui sera amené à peut-être co-construire, mais en tout cas voter la loi, ça sera quelque chose qui m'obsédera parce que nous faisons effectivement des lois pour ce cadre, ce corps social que nous représentons et qui est peut-être une spécificité française, mais je crois qu'il est quelque chose à laquelle ou auquel nous tenons. Et donc, à partir de ce moment-là, on différencie la liberté, c'est-à-dire la liberté de tout faire, mais la liberté de tout faire, dès lors que l'on ne gêne pas ou que l'on ne nuit pas autrui, et cette limite, c'est le corps social, justement. La caractérisation de ce corps social fait que la progression et l'intégration de progrès scientifiques et technologiques doit passer par l'expression populaire qui est la loi que l'on vote. Et je crois que ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui permet de préciser ce pourquoi nous sommes là et nous discutons depuis ce matin. La neutralisation de ce corps social, c'est quoi? C'est que l'individu, qui est un utilisateur à ce moment-là, et pas le citoyen, l'individu qui est un utilisateur, va pouvoir aller directement au service pour demander, par exemple, des tests génétiques, puisqu'on peut le faire. Et ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut nécessairement l'autoriser par la loi et ouvrir la possibilité. J'essaie de répondre aux questions qui m'ont été posées par ma voisine de gauche. La loi, lorsqu'on est législateur, comment dirais-je, on doit être soucieux d'un point. La loi ne doit pas être liberticide. Mais elle ne doit pas ouvrir de la même façon la possibilité d'une transformation de la société telle qu'on ne pourrait plus revenir là-dessus. C'est le principe de la porte entrouverte. Lorsqu'on entrouvre une porte, on ne sait jamais l'angle d'ouverture finale de la porte. Et c'est toujours avec beaucoup de précaution qu'on doit prendre des décisions qui sont obligatoirement, comment dirais-je, un arbitrage. À un moment donné, on prend une décision, c'est le rôle du législateur. Et cette décision ne va pas forcément satisfaire la majorité, la totalité, l'unanimité. Mais il y a une décision à prendre, mais cette décision, elle doit être prise avec le souci de l'intérêt commun. Et je crois que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et tout ne va pas de soi. Et tout ne va pas de soi. Et effectivement, il faut trouver l'équilibre entre ne pas faire des lois liberticides, mais également ne pas entraîner une modification profonde de la société sur laquelle un certain nombre de nos concitoyens ne se retrouveraient pas. Nous avons dans les lois de bioéthique un vrai souci. Un vrai souci. Alors j'ai dit, c'est même d'ailleurs le côté fascinant de ce travail. Le législateur fait toutes les lois, si vous voulez. Mais dans la loi de bioéthique, nous avons des projets de vie. Et notre perspective, c'est les projets de vie. On va détruire des projets de vie et on va en favoriser d'autres. Et je crois que cette obsession de ce côté humain, des retombées, de l'impact humain de nos décisions, doit
systématiquement être présent à notre esprit lorsque nous prendrons la décision d'appuyer sur le bouton. Voilà quels étaient les différents points sur lesquels je voulais insister en introduction. Alors, bien entendu, en tant que rapporteur de l'OPEX, je me suis contenu, si je peux dire, à la mission qui avait été la mienne, c'est-à-dire d'évaluer par rapport à la loi de bioéthique de 2011 quelles avaient été les avancées scientifiques, médicales, technologiques. La PMA, pour toutes les femmes, n'est pas une avancée scientifique, technologique ou médicale. Et la question qui s'est posée, que j'ai posée notamment au gouvernement, c'est de dire pourquoi on ne met pas une éventuelle modification des règles en dehors des lois de bioéthique, parce qu'il ne s'agit pas de loi de bioéthique. On a discuté beaucoup, c'est vrai qu'au niveau de la légistique, c'est-à-dire la construction de la loi, c'était compliqué de ne pas l'introduire, mais c'est une question qui peut se poser. De la même façon, la fin de vie n'a pas été évoquée dans le rapport de l'OPEX, que je sois pour, que je sois contre, n'est pas la question, mais n'a pas été évoquée parce qu'il n'y a pas de progrès ou de non-progrès scientifique, médical ou technologique. Et puis surtout, il y a beaucoup à faire en termes de, comment dirais-je, d'assistance et de soutien aux personnes en fin de vie avec les lois qui existent actuellement. Donc, j'ai simplement poussé à ce que, après les auditions, avec ma co-rapporteure qui était sénatrice, j'ai oublié de dire que l'OPEX est une structure bicamérale, Sénat et Assemblée nationale. J'ai poussé à ce que nous évoquions éventuellement un certain nombre de sujets, notamment l'extension de la PMA, mais surtout pour ouvrir et de voir quels pourraient être l'impact sur la société, en termes, justement, scientifiques, technologiques. Si on ouvre la PMA, si on autorise la PMA, et ça a été c'est un exemple de démonstration, si je peux dire, si on ouvre la PMA aux femmes en couple homosexuel, aux femmes seules, se pose automatiquement la question, sinon on n'est pas cohérent intellectuellement, de la PMA post-mortem. Automatiquement, puisque parmi les femmes seules, il y a les femmes veuves. Et donc la question se pose de savoir si on étend, lorsqu'il y aura extension, est-ce qu'on limitera? Non, parce que la PMA post-mortem, c'est glauque, puisque c'est souvent le terme qui revient, mais c'est un sujet extrêmement important et logique. Donc il faudra statuer, légiférer sur ce point, avec des raisons. Mais lorsqu'on interroge les personnes en disant, oui, effectivement, un embryon humain actuellement, qui a été conçu par un homme et une femme dans un projet parental, si le père décède, le projet parental persiste. Or, la loi française actuellement stipule que l'embryon peut être détruit, première solution, peut être donné à la recherche, deuxième solution, peut être donné à une famille d'accueil, c'est-à-dire donné, troisième solution, mais on ne peut pas le garder pour soi. Ah non mais voilà, donc c'est ça la question, c'est ça les vrais sujets de bioéthique qu'il va falloir poser. Et il ne faut pas être pour, il ne faut pas être contre, il faut se poser la question. Et la recherche d'une solution moyenne est importante. De la même façon, pour les spermatozoïdes, c'est exactement, le spermatozoïde du défunt, c'est exactement le même sujet. Je ne prends pas position, on ouvre des possibilités, on ouvre des perspectives, et c'est à la représentation nationale, et en amont aux États généraux, de trancher. Et puis, dernière chose, on tranche en 2019. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. D'accord? Donc, c'est une évolution, et c'est un processus évolutif. De la même façon, deuxième exemple, la possibilité pour les femmes d'avoir des enfants à partir d'un don de gamètes, d'un don de spermatozoïdes. Actuellement, les sécos, puisque c'est eux les opérateurs, les sécos, stockent des gamètes avec, on l'a dit ce matin, avec juste ce qu'il faut pour satisfaire les besoins. Bon.
Or, les donneurs de gamètes, ils ont donné leurs gamètes, il y a quelque temps, puisqu'ils sont congelés, ils ont donné leurs gamètes avec un consentement. Et ce consentement était de dire, je donne mes gamètes, je donne mes spermatozoïdes pour un couple hétérosexuel infertile. C'était la condition. Il n'est pas question de revenir, et le Conseil d'État s'est exprimé là-dessus d'ailleurs, il n'est pas question de revenir sur ce consentement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on remet les réserves à zéro, soit on rappelle tous les donneurs de spermatozoïdes pour dire, écoutez là, peut-être que vos spermatozoïdes iront à des femmes seules ou à des couples de femmes homosexuelles. Et ça, effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème à la fois éthique, mais surtout juridique. Je vais venir sur un autre sujet. Pour ça, et puis je terminerai par la question que m'a posée ma voisine de gauche. Sans connotation politique, hein. Moi, vous savez, nous sommes encore que. Non. Deuxième élément sur lequel je voudrais intervenir, il y a 3 éléments. L'autoconservation des ovocytes. C'est une question qui se pose et qui est dans le champ des lois de bioéthique et qui effectivement bénéficie d'une avancée technologique avec la vitrification. C'est-à-dire que là, effectivement, on est passé à des possibilités de conserver les ovocytes avec beaucoup plus d'efficacité et surtout de les décongeler avec beaucoup plus de sécurité également. Donc cette vitrification, c'est quelque chose qui est absolument une avancée importante. Actuellement, la loi française ne permet pas l'autoconservation des ovocytes, ou plutôt la permet de façon hypocrite. C'est ça. C'est-à-dire que pour une femme qui n'a pas eu d'enfant, elle veut donner des ovocytes et on lui dit, madame, vous savez, vous pourriez conserver un peu pour vous, quoi. C'est ça, hein. Sachant que c'est quand même de la fausse publicité, puisque on sait parfaitement que la probabilité de grossesse est totalement corrélée au nombre d'ovocytes que l'on doit conserver qui seront réimplantés. Donc si une femme dit d'accord, elle est, après la stimulation, on va obtenir 14 ovocytes ou 15 ovocytes, moitié pour elle, moitié pour une receveuse, on diminue les chances, et pour la receveuse et pour elle-même, d'avoir la grossesse. Bon, alors c'est sûr qu'on peut cumuler, etc. Bon, il y a des techniques. Donc, cette loi française est hypocrite, la loi de bioéthique de 2011. Donc, effectivement, il va falloir trancher. Et là, je rejoins mon collègue Jean-Louis Touraine là-dessus. Il y a des moments où il va falloir trancher. Mais la conservation, l'autoconservation des ovocytes, ça peut être la continuité du cycle parfait de l'autonomie sexuelle des femmes. Leur autonomie sexuelle des femmes. Et il y a des femmes qui disent ça. Elles disent, voilà, moi je veux contrôler mon corps, je veux avoir un enfant. Non mais il faut l'entendre, et je suis là pour l'entendre. J'ai pas dit qu'on était forcément tous d'accord. Mais je veux contrôler mon corps, avoir des enfants, supprimer des enfants quand je veux pas. Je suis exprès très brutal, hein, très caricatural. Voilà. Et donc, bon, pourquoi pas ? Et c'est quand même 50% de nos concitoyens. Donc il faut écouter ces personnes qui ne sont pas d'ailleurs toutes d'accord entre elles, hein. Bon. La question qu'on pose, l'autoconservation des ovocytes. Il y a des questions qu'on a effectivement posées dans le rapport de l'OPEX, qui était de dire, 1, l'éducation. Les femmes ne connaissent pas leur horloge biologique, ne connaissent pas leur horloge biologique et leur horloge de reproduction. Lorsque vous interrogez les personnes, les femmes, de savoir à quel moment elles sont le plus fertiles, en théorie bien entendu, puisque ça dépend d'une femme et d'une autre, la réponse, on ne sait pas. Première chose. Deuxièmement, vous connaissez les contraintes et les pressions qu'il y a, notamment dans certains pays de l'autre côté de l'océan Atlantique, pour faire en sorte et prendre en charge les frais de conservation des ovocytes pour qu'elles puissent avoir une grossesse le plus tard possible et qui n'empêche pas la bonne continuité de la société, de l'entreprise dans laquelle elles sont. Bon. Et puis, il y a en France, ça on ne le fait pas, mais en France, il y a ce problème de trajectoire différente
de salaire, parce qu'à un moment donné, la femme s'arrête pour faire un enfant, et si on est tous là ici, c'est parce qu'à un moment donné, nos mères se sont arrêtées pour faire des enfants, si elles ont continué à travailler, et donc il y a cette trajectoire de dépenses, de salaire, qui est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Et donc en France, on a d'autres moyens. Je n'ai pas dit que j'étais contre l'autoconservation des ovocytes, du tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, on introduit une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la femme sous prétexte d'une compétitivité et d'une égalité homme-femme, notamment dans les salaires. Elles se disent, bon, ben, je ferai mon enfant plus tard. Sauf que l'enfant plus tard, c'est possible. Lorsqu'on dévitrifie les ovocytes, on n'est pas sûr d'avoir 100% de chance d'avoir une grossesse, d'une part. Et deuxièmement, les complications des grossesses tardives, ça existe. C'est-à-dire avoir une grossesse à 45 ans, et sur le plan pathologique, plus compliqué que d'avoir une grossesse à 30 ans ou à 25 ans, tout simplement. C'est comme ça, c'est la physiologie de la femme. Dernière chose, sur les aspects génétiques. Alors, et je terminerai, je crois, là-dessus, en donnant la réponse, encore une fois. Les tests génétiques. Je vous le dis très franchement, je suis totalement défavorable, donc là je m'exprimerai le moment venu dans l'hémicycle, à ce qu'il y ait un libre service des tests génétiques. Voilà, je suis totalement défavorable. Pourquoi ? Parce que, ayant fait un peu de génétique dans ma vie professionnelle, c'est extrêmement compliqué. Ça ne peut s'envisager que lorsque c'est encadré par ce qu'on appelle un conseil génétique, pas forcément un médecin, ça peut être un assistant. L'annonce est absolument cruciale. On ne peut pas annoncer, monsieur, madame, vous avez ça, comme ça, c'est pas possible. L'annonce, il y a ce qu'on appelle en France une organisation génétique où l'annonce de la présence d'une tare génétique est entourée de psychologues, de psychiatres, de pédopsie, etc. Donc ça ne peut pas se faire comme ça. Donc il y a un environnement absolument indispensable à prévoir. Et puis, quid de cette notion qui est tout à fait importante, c'est le consentement éclairé et l'annonce de ce que l'on va faire. La loi française dit, lorsque un patient subit un examen, le médecin doit lui expliquer pourquoi il y a cet examen et quel est l'objectif de cet examen. Si nous prenons en considération la possibilité de faire des tests génétiques sur le génome entier, on ne pourra pas dire, voilà, je vous teste parce que je veux voir si vous avez un problème sur tous vos gènes. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Donc, la possibilité du diagnostic, sans rentrer dans les détails techniques, du diagnostic préconceptionnel, voire même du diagnostic populationnel sur un certain nombre de maladies héréditaires, dont on ne connaît pas une liste exhaustive d'ailleurs, qui pourrait changer d'un moment à l'autre, doit être entouré, si nous l'acceptons, et si ça passe, par forcément un encadrement médical, un encadrement génétique qui fait que l'effet d'annonce soit expliqué, que ce pourquoi nous faisons des analyses soit expliqué aux patients. Dernière chose, pour répondre à la question. Je suis favorable, puisqu'on dit des choses, je suis favorable à une loi cadre. Je suis favorable à une loi cadre parce que tout ne peut pas être précisé au microlitre près dans la loi. Le danger, c'est que je n'ai pas l'expérience de plusieurs mandats, mais mon collègue Jean-Louis Touraine l'a, c'est que le législateur est bavard, qu'il y a une logorrhée législative, que lorsque vous déposez une loi ou un projet de loi, et surtout peut-être sur cette mandature, il y a une avalanche d'amendements, supérieure à 1500 quand même, hein, c'est pas 3-4, hein, c'est 1500.
Et donc, progressivement, même si on est dans une situation de volonté de loi cadre, et on pourrait le faire en France, parce qu'on a suffisamment de mécanismes de régulation. L'Agence de la biomédecine est un excellent régulateur, l'Académie de médecine est un excellent régulateur, l'Ordre des médecins est un excellent régulateur. Voilà, il y a tout un tas, il y a des espaces éthiques qui sont d'excellents régulateurs. Et on a les éléments pour pouvoir réguler et faire des propositions au fur et à mesure de l'avancée technologique. Il n'y a pas de souci. Mais ça passe par l'Assemblée nationale, ça passe par le Sénat. Et actuellement, tel que se profilent les choses, on part d'une loi qui aurait peut-être 25 ou 30 articles. On va vraisemblablement aboutir, à partir de ces 25 ou 30 articles, à 1500 ou 2000 amendements. Et c'est des amendements de précision à chaque fois. Et parce que le législateur ne veut pas simplement embêter et occuper l'antenne pendant des heures et des heures, ou travailler la nuit. Non, c'est sa volonté de préciser dans la loi, parce que la loi est l'expression de la volonté générale ou du peuple, si vous voulez, ce qui est pareil pour moi, et de l'intérêt commun. Ça risque de toute façon, même si on part d'une loi cadre, de devenir une loi qui est de plus en plus précise, peut-être pas au microlitre près. Juste pour terminer, et vraiment j'arrête, donne un exemple. Les mesures sur la recherche sur l'embryon. Actuellement, c'est limité à 7 jours. Je donne un exemple, 7 jours. Et vraisemblablement, on va pousser à ce que ça passe à 14 jours. Est-ce que vous pensez que sur le plan strictement intellectuel, 14 jours ou 7 jours sont inscrits dans la loi? Mais pourtant, ça sera fait. Parce que c'est un saut, parce qu'il y a une explication, parce qu'il y a un impact, parce qu'il y a une raison, pas simplement juridique, mais aussi scientifique. Donc on inscrit le nombre de jours dans la loi. On va peut-être inscrire aussi dans la loi, pour les PMA, pour les femmes seules, ou pour les PMA, l'âge qui sera maximum. Donc vous voyez que nous sommes dans une schizophrénie totale entre la volonté de faire une loi cadre et puis la réalité, à mon avis, qui ne sera pas le résultat attendu, et nous serons loin de cette loi cadre avec des mesures qui seront très précises. Je vous remercie.